Quelle installation! Chose promise, chose due, mais alors attention, accrochez-vous bien parce que j'ai bossé pour vous et il va falloir vraiment réussir à suivre tout ce que je vais vous raconter ici dans un contexte un petit peu particulier, une mise en scène où il y a ici le Sony Bravia 8 M2 que j'ai reçu pour test, dont je vous parlerai bientôt donc dans une vidéo de test complète, le Panasonic Z95B qui est juste là et derrière moi le Philips OLED Plus 910. On va s'intéresser ici à la suite de ces tests du Panasonic Z95B. Je vous avais dit que j'allais isoler une partie de la vidéo qui concernait l'aspect luminosité et réglage qui est fait sur ce modèle de 2025. Et finalement, ces deux autres modèles qui sont présents ici vont servir le propos. Alors je pense que pour ceux qui accepteront d'aller jusqu'au bout, vous devriez comprendre mes propos. Et je pense même que pour certains qui aiment passer du temps à regarder des vidéos et puis à échanger autour de tout ce qui est HDR10+ versus le Dolby Vision, etc. Là aussi, dans cette vidéo, il va y avoir un chapitre qui va vous intéresser. Je reprends un petit peu mon sujet. Je vous l'avais annoncé lors du test complet de ce Z95B que je reviendrai donc plus spécifiquement sur ce point concernant le réglage de ce téléviseur quant à l'aspect luminosité. Pour son modèle haut de gamme de 2025, Panasonic a en effet décidé de caler la luminosité à un niveau comme étant indiqué à 70 au lieu de 100, comme c'était le cas sur le modèle de 2024, alias le Z95A. Un choix qui, parce que c'était le cas sur le Z95A, mais pas seulement, un choix qui va clairement à contre-courant de tout ce que font les autres constructeurs sur le segment. Il est de coutume, d'une certaine manière, lorsque l'on passe un téléviseur sur un contenu HDR, que celui-ci, bascule automatiquement sa luminosité au maximum pour profiter de ces contenus, qu'ils soient HDR10, HDR10+, et Dolby Vision. Et on va voir qu'ici, Panasonic donc fait le choix différent pour la partie HDR10 et HDR10+, et sur le papier, c'est plutôt malin, puisque cela compense d'une certaine manière les limites de l'OLED et ça corrige même certaines différences, pour ne pas dire faiblesses, de cette technologie. Pour en comprendre la logique ou la philosophie de ce qui se cache derrière, mais aussi la partie technique autant que possible, j'ai envoyé un assez long mail aux équipes de Pana, doublé même d'une vidéo en anglais que j'ai transmise aux équipes de Panasonic France, qu'elles ont elles-mêmes transmise aux équipes japonaises. Et donc visiblement, elles ont plutôt apprécié la démarche, c'est ce qui m'a été rapporté, et elles ont pris vraiment le temps d'y répondre. Donc vraiment, merci beaucoup à elles, merci aux équipes de Pana France, et merci bien entendu également aux équipes de Panasonic Japon, parce que je ne vous cache pas que de ce côté-là, on n'est pas toujours très disposé à parler, et il semblerait que les choses changent pas mal chez le constructeur. Alors naturellement, on va le voir, il reste quand même des points qui sont confidentiels. Premier point de cette vidéo, ce qu'il faut retenir donc, c'est que le menu, il est à 70 lorsque l'on regarde des contenus qui vont utiliser les modes Filmmaker, True Cinéma, True Game ou même le mode cinéma et les modes professionnels. Deuxième chose, le point important que souhaite mettre Panasonic en avant, c'est qu'il faut bien comprendre en fait, et je l'ai perçu moi au fur et à mesure de nos échanges, qu'en fait lorsqu'on se parle de ce niveau de luminosité à 70 sur le téléviseur, il faut la considérer comme une valeur. Attention, ne considérez pas ça comme un pourcentage, mais vraiment comme une valeur. Ce niveau de réglage à 70, c'est un peu l'équivalent de la base 100 et que les 30 d'écart pour arriver à 100 sont en fait un espèce de boost, c'est une sorte de bonus. Je vais prendre pour exemple, pour que ce soit un petit peu plus clair, un player comme VLC. Vous savez que quand vous lancez votre vidéo, vous voyez que le volume il est à 100% et donc on est sur cette zone verte et lorsqu'on augmente le volume du player, on voit qu'on a encore 25%. Là, c'est bien des pourcentages supplémentaires, sauf qu'on passe sur une indication comme étant orange puis rouge. Grosso modo, on sursature le son. Bon, là, c'est à peu près la même chose. Il faut considérer
que le niveau de 100 est en fait le niveau 70 sur ce téléviseur et que les 30 restants sont là pour répondre à un besoin de luminosité supérieur à un instant T. C'est vraiment comme ça que le constructeur nous l'a expliqué. Vous êtes en train de regarder vos contenus, vous avez les volets ouverts, c'est journée grand soleil, donc vous avez besoin d'un petit peu plus de peps. Mais attention, parce que ok, si c'est la nouvelle base que ce réglage à 70, aller jusqu'à 100, c'est possible, mais c'est pas si simple. Parce que je pourrais m'arrêter là et vous me direz, bon, bah, ok, c'est bon, j'ai compris de quoi il en retourne. Suivant. Sauf que, bah, comme je l'ai dit, c'est pas si simple et il va y avoir des impacts. Parce que oui, il faut savoir que ces différents modes d'image qui sont concernés lorsque le niveau est à 70 par défaut, eh bien, il est défini également de sorte que cela bride réellement la luminosité. En tout cas, sous certaines conditions. Conditions de base, j'en reviens encore, je sors le téléviseur du carton, je cale le logiciel en mode HDR10, donc je lance mes mesures et là, la luminosité, je le vois bien, elle est plafonnée à 1100 nits avec les fameux patterns habituels de blanc qui occupent les 10% de l'écran. Vous avez là, comme d'habitude, les captures des résultats des mesures qui s'affichent. Bon, bah là, bien entendu, je vais au bout de la mesure et vous avez là donc les différentes captures où on voit qu'effectivement, bon bah il travaille dans cette plage de 1100 nits. Je vais vous expliquer également le pourquoi, mais on sait aussi et naturellement que la dalle, elle est capable d'aller beaucoup plus loin. J'en ai déjà parlé dans la vidéo de test complet. Il faut d'abord que je vous explique le raisonnement de Panasonic parce que eux, ils se disent, ok, de toute façon, nous, on a décidé de faire ça comme ça parce qu'on considère que les contenus HDR qui utilisent une luminosité maximale supérieure à 1000 nits ne constituent pas la norme, en tout cas pour l'instant. Et c'est pourquoi on va pas demander au téléviseur de travailler plus haut, entre guillemets, en sollicitant un tone mapping qui peut dégrader les intentions du créateur si ce n'est pas nécessaire alors que vous regardez un film dans la pénombre. D'où cette possibilité d'aller un petit peu plus loin, augmenter manuellement. Mais là aussi, j'y reviendrai parce que c'est pas sans impact, comme je vous l'ai dit. Donc, outre cette explication qui, de la part de Panasonic, tient tout à fait la route. Pourquoi aller solliciter un truc qui peut aller jusqu'à 2500 alors que je suis dans la pénombre? Je vais m'éclater les yeux, bon, ça sert peut-être pas à grand chose. Mais outre cette explication, donc, qui tient la route, en tout cas, un choix qui est fait sur le papier, eh bien, il est en plus très malin dans le cas de ces dalles de 4e génération qui utilisent toujours une structure White OLED, quelque chose qui m'est revenu sur le Discord où certains se disaient « Attends, mais pourquoi on parle encore du sous-pixel blanc sur les dalles OLED de 4e génération? Je croyais que c'était justement la différence. » Non, il faut comprendre la différence entre la construction des sous-pixels de cette dalle et également ce qu'elles utilisent en tant qu'émetteur lumineux. Ici, sur les dalles 4 stacks, on est sur 2 émetteurs bleus et on est sur un émetteur rouge et un émetteur vert, désormais bien distincts, qui vont permettre à ces sous-pixels d'accéder à un niveau de luminosité, mais aussi du coup à un niveau de pureté un peu supérieur, mais le sous-pixel blanc, il est toujours là. Et alors là, je vous en ai déjà parlé également. Mais le fait que ce sous-pixel blanc soit toujours éclairé en fonction de comment le constructeur va piloter la dalle, eh bien, ça dégrade la colorimétrie de l'image. Alors ok, c'est sans doute peut-être de plus en plus infime en fonction des contenus en plus que vous regardez. Il y a des scènes qui sont plus compliquées que d'autres à reproduire, notamment lorsqu'on va avoir des éléments dans la pénombre avec des choses lumineuses assez proches, ça peut créer des résultats. En fait, on peut avoir des couleurs qui bavent et qui sont dégradées par l'accentuation de ce sous-pixel blanc, mais néanmoins, on a des choses parfois qui sont assez infimes et qui évoluent par ailleurs au fil des générations de panneaux. Et en limitant la luminosité à 1000 nits, eh bien la promesse que fait ici Panasonic est, et je les cite, c'est en tout cas ce qui m'a été envoyé, c'est de prévenir la dégradation de la couleur en supprimant l'utilisation des sous-pixels blancs lorsque la luminosité maximale est de moins de 1000 nits. Ce qui est intéressant, au-delà de fait de valider, c'est un truc que on était quand même quelques-uns à savoir et que peut-être certains d'entre vous aussi savaient, eh bien c'est que désormais cette technologie White OLED me semble en tout cas avoir atteint un palier qualitatif et de performance qui permet donc de limiter la luminosité de ce sous-pixel blanc pour se réserver non seulement
une des couleurs plus pures, mais en plus une logique de boost de luminosité. Ce que je vous ai parlé, le fameux 70 qui représente désormais la base 100 et ces 30% de plus qui deviennent du coup un petit boost de lumi. Donc sur le papier, c'est doublement malin parce que le Z95B va réagir en fonction du signal qu'il reçoit et les équipes de Panasonic m'ont même confirmé la chose. Donc là, j'ai forcément embrayé sur la suite du sujet, c'est-à-dire que je vous ai dit, sortie de carton, limité à 70, on lui envoie un signal à 1000, il se comporte d'une certaine manière, mais que se passe-t-il si j'envoie d'autres choses? Eh bien, si vous visionnez un contenu HDR10 ou HDR10+, avec le réglage à 70, et que la luminosité max CLL est à 1000 nits, donc la luminosité du pixel le plus lumineux, il est à 1000 nits, alors pas de souci. Vous avez là les résultats de mesure encore une fois. Le TV va faire son propre tone mapping normalement et on se retrouve là avec des choses qui tiennent tout à fait la route. Fidélité des couleurs, etc. Mais quand je fais mes mesures de luminosité, je vois bien qu'il est cantonné à 1000-1100 nits. Si le TV est toujours réglé sur 70, mais que cette fois-ci, dans mon logiciel de mesure, je lui indique que le max CLL est à 1500 nits. Alors, la luminosité, eh bien, elle va non pas être limitée à 1000, mais elle va passer à 1500. Et j'ai touché absolument à rien. Toujours avec ce même réglage, à 70, max CLL à 4000, par exemple, si on considère qu'on a un contenu 4000 nits, mais on va voir que en fait ça peut s'activer à moins que cela dans les réglages du soft, mais dès qu'on est aux alentours des 4000 nits, alors cette fois-ci le tone mapping va tout recaler parce que cette valeur de 4000 nits en fait elle est supérieure à la luminosité maximale du TV, donc signal à 4000 nits, elle va tout recaler de sorte à ce que la luminosité maximale du TV comprenne bien tout ce qui se passe à l'image, elle vous fait votre tone mapping pour que dans les hautes lumières, ça ne soit pas cramé. Elle fait tout simplement son job. C'est ce que l'on voit donc quand on a ce tracé qui va vraiment lécher la courbe de référence. Donc Panasonic nous dit que grosso modo, avec ses contenus à 4000 nits, le TV automatiquement, on ne touche à rien. Vraiment, vous n'avez besoin de toucher à rien. Il écrète en fait un petit peu tout ça de manière intelligente. Enfin, il retravaille son tone mapping de façon à ce que ce soit à 2300 nits, ça c'est la valeur que me donne Pana. Dans les faits, moi j'ai régulièrement mesuré 2400 et même 2500 nits avec cette capacité toujours aussi incroyable. Je vous en ai parlé lors du test. D'ailleurs, la vidéo du test complet est dans la description. Il a cette capacité assez incroyable, ce téléviseur, à continuer d'augmenter sa luminosité en phase de mesure, c'est-à-dire qu'on commence à faire des mesures, hop, elle augmente, elle va talonner comme ça plus de 2500 nits, et ensuite le système refroidit, enfin ce système se calme un petit peu pour ne pas provoquer de surchauffe. Donc merci à ce à ce dispositif Thermal Flow qui combine évidemment un dispositif de dissipation thermique avec une feuille de dissipation thermique, et ensuite un système d'admission d'air par le bas, air ambiant, air frais si vous voulez, j'ai plutôt envie d'appeler ça air ambiant, qui va ensuite ressortir donc l'air chaud en partie haute. Donc j'ai un peu fait différents tests, mais c'est à 3000 que j'ai fait mes différentes mesures et il a un petit peu travaillé dessus. Donc j'en reviens à mes mesures qui sont, comme vous le voyez, excellentes, avec un tone mapping vraiment pas mal du tout, pour ne pas dire très bon ou même excellent en fonction des modes d'image, sauf pour le mode cinéma, mais ça je vous l'avais déjà dit, de ne pas utiliser ce mode cinéma dans la vidéo de test qui est vraiment dans les choux, enfin c'est un choix de calibrage, de configuration de la couleur qui ne me convient pas, bref. Mais si on est sur les autres modes, et pour la fidélité des couleurs, eh bien ça passe très bien avec des contenus HDR10. On a une bonne saturation également des couleurs et puis on a une couverture de l'espace DCI-P3 et BT2020 qui va très très bien puisqu'on talonne le 100% sur le DCI-P3 et on est désormais au-delà de 80 pour cette partie BT2020. Donc c'était l'une des promesses de l'évolution de ces dalles White OLED Gen 4. On verra ce que ça va donner avec ici le Sony. Et puis vous avez également j'ai déjà également fait les mesures du Samsung S95F qui lui est en QD OLED. Et on sait, ça va déjà au-delà. De toute façon, luminosité à 100%, la technologie QD OLED est supérieure. Color volume, c'est également supérieur pour le QD OLED. Là où lui pourrait bien faire la différence, eh bien, c'est qu'il a une capacité à maintenir sa dalle à température qui pourrait faire une jolie différence. Mais encore une fois, pour l'instant, on a quand même une image ici qui est réglée différemment, mais qui est quand même bien éclatante. Donc voilà pour les partages de ces quelques résultats de mesure. Donc j'imagine que là,
vous êtes en train de vous dire, bon en fait David, tu es en train de nous faire une vidéo qui va être en plus assez longue, comme d'hab, pour nous dire que bah y a rien qui change quoi. En fait, je laisse mon TV à 70 et puis bah je me préoccupe pas du reste. Sauf que pas tout à fait quand même, parce que je vous ai dit que on a ce boost de 70 à 30. Et donc que se passe-t-il si j'envoie dans mon téléviseur des contenus HDR10, HDR10+, et que je force la luminosité à 100? Bah pour le comprendre, vous avez désormais d'autres résultats de mesure que j'ai refait et j'ai boosté manuellement la luminosité à 100. Et vous voyez bien que les courbes, dès le niveau très faible de luminosité, eh bien que tout décroche, tout est boosté. Suivi de la courbe PQ, EOTF, luminance, c'est totalement au-dessus des courbes de référence. Et pour autant, la luminosité maximale reste exactement la même. Et d'ailleurs, on a une valeur à 2005, si vous la suivez la courbe là, qui s'applique aussi bien à 1, à 2, à 5 et à 10%. Ensuite, ça chute naturellement, comme d'habitude, pour aller donc à 350 nits à 100%. C'est là que je dis que la technologie QD-OLED fait mieux, puisque de mémoire, on était aux alentours des 400, mais je vous remets la valeur, ou vous irez voir le test du Samsung S95F, j'en parlais. Mais lui, déjà, dans cette courbe-là, alors que j'ai déjà fait des dizaines et des dizaines de mesures, il n'a pas chauffé. C'est pas dit, oh là là, tu commences à me donner chaud. Non, non. Et pourtant, parfois, cette plage à 1, il y a des choses, c'est pas complètement fait pareil. Eux, j'ai vraiment l'impression qu'ils sont en train de tirer le meilleur parti de cette dalle. Donc sur le comportement du blanc à 100%, affiché, attention, sur une mire qui occupe 10% de la surface de la dalle, eh bien, rien ne change dans l'intensité, dans la puissance lumineuse. Mais sur la gradation intermédiaire, c'est pas la même histoire. Ce que je vous disais donc avec ce fameux suivi de la courbe EOTF et luminance. Et luminance. Et quand j'ai posé la question à Pana, je leur ai dit c'est quand même fou que je n'arrive pas à recaler cette courbe sur la courbe de référence. Et on me dit mais non, parce que toi, en fait, tu considères que 70, c'est pas notre niveau à 100, et nous, c'est comme ça qu'on l'a défini. La suite de ces 30 qui restent, c'est du boost. Et ils ont une explication, parce qu'ils m'ont répondu qu'à partir du moment où la luminosité du TV est à 100, alors on sera au maximum, alors ce qu'ils me disent aux alentours des 2300 nits dans tous les contenus qui vont être reproduits. Tous les contenus vont aller comme ça, être écrétés à 2004. Donc comme on l'a vu dans la mesure, pour mon cas, plutôt à 2300, eux me disaient dans mon cas, plutôt à 2400, 2500. Et ils me complètent ça en me disant que ce soit avec une source max CLL à 1000, 1500 ou 4000, eh bien, on ira chercher la performance maximale, sauf que, eh bien, la luminosité de ce qu'ils appellent les demi-tons est augmentée de 2 fois, d'où la forme de la courbe que je vous montre depuis tout à l'heure. Alors, je ne sais pas si c'est exactement 2 fois ce que relève ma sonde, mais on voit bien en tout cas que le contenu est boosté et que peut-être ça aura un aspect aguicheur, flatteur, ou que ça répondra à un besoin, à un instant T, parce que justement vous avez besoin d'une meilleure lisibilité dans un environnement très éclairé, mais il faut savoir que du côté de la fidélité, de la reproduction des contenus, je pense que forcément on se retrouve dans une configuration un petit peu à côté de la plaque. Alors est-ce que c'est dramatique? Ça sera à vous de juger si l'image vous ressemble un petit peu trop artificielle, etc. Bon, moi je vous cache pas que j'ai pas trouvé ça complètement criard, parce qu'on est sur des intensités lumineuses qui sont quand même moindres, une fois qu'on a plus que 350 nits entre guillemets avec la luminosité au maximum, vous comprenez bien que tout ce que je viens de vous dire, ça concerne le pic de luminosité. Donc on est sur des lumières spéculaires qui vont tirer parti de ce choix, de ce boost de luminosité. Et puis sur la partie luminosité à 100%, quand une image occupera l'intégralité de la dalle, forcément que l'écart va être moindre et moins perceptible aussi. Je vais poser ça là aussi, mais si Pana se permet ce genre de choses, en raison du système de thermal flow, comme je l'ai dit, il faut pas oublier que cette technologie OLED craint le marquage. Donc pour vous la faire courte, et résumer un peu tout ça, si vous utilisez ce mode 100, vous savez aussi que grosso modo, vous êtes en train de tirer sur l'électronique, vous êtes en train de tirer sur les composants organiques qui constituent cette dalle White OLED.
Bon, bah j'espère que vous êtes encore là, que cette vidéo vous plaît. J'imagine que pour certains d'entre vous, c'est bien trop technique, pas intéressant, pas pertinent, peu importe. Bref, en tout cas, je veux bien reconnaître qu'il y a un côté un peu sadomaso de ma part que d'essayer de comprendre ce que Pana nous propose à l'intérieur de ce Z95B. Et en fait, c'est presque, il faut aller lire entre les lignes de ma part, en fait, une forme de mise au point sur, voilà, est-ce que réellement ce qu'on a là-dedans, c'est de la pure ingénierie Panasonic retravaillée, etc. Est-ce que Philips est capable de faire la même chose avec le même panneau sur son téléviseur? Et surtout, bah, on profite du setup avec le Sony Bravia 8 M2 ici pour comparer un petit peu comment se comporte la structure de cette dalle QD-OLED qui utilise des émetteurs bleus qui sont convertis par le biais des filtres Quantum Dot pour le rouge et le vert et qui en plus cette année a également été renforcé pour aller chercher ses plus hauts pics de luminosité puisque que ce soit du côté de Samsung Display ou du côté de LG Display, la promesse c'est toujours, enfin s'ils se tirent toujours un peu la bourre, c'était cette année en 2025 ce fameux 4000 nits. Bon, je vais revenir à notre histoire de Panasonic qui, lui, nous a quand même dit dans sa promesse que, ok, on a ce réglage 70, 1000 nits lorsque c'est pas nécessaire d'aller au-delà et ils nous ont également ajouté dans cette promesse que je vais essayer maintenant de vérifier et c'est là que je dis que au-delà du fait d'être sadomaso, je prends même une grosse part de risque parce que bah j'ai eu des échanges avec Pana, des échanges qui m'ont permis, je l'espère, d'essayer de comprendre ce qui se passe ici au mieux, d'essayer de vous le retranscrire également. Je leur ai partagé une vidéo finalement assez proche de celle que je vais vous raconter ici. Bon, on a eu des échanges et dans cette autre promesse, eh bien, c'est celle qui consiste à dire qu'ils vont moins utiliser le sous-pixel blanc. Est-ce que Philips CP Vision finalement fait la même chose ou non? Eh bien, on va voir ça. Bon, donc je passe maintenant eh bien à ce premier test qui est la partie Saturation Swipe. Je vais aller assez vite, c'est juste pour faire un distinguo avec ce qui va suivre. Saturation Swipe, ce que j'utilise notamment pour les tests, c'est comment comment les téléviseurs se comportent lorsqu'il est question de saturer plus ou moins les couleurs. Comprenez que l'on va prendre un rouge, un cyan, un magenta, un jaune, un vert ou un bleu et on va voir comment le TV se comporte par rapport au pattern, comment il gère cette fidélité des couleurs pour redescendre ensuite vers le point blanc entre guillemets, c'est-à-dire désaturer une couleur. Un rouge va devenir pâle, rosé, etc. Donc par exemple, si je prends le rouge, eh bien je vais aller regarder. Donc ici, un rouge saturé à 100% dans cette logique de saturation swipe, et on voit bien donc que, eh bien, seul ici le sous-pixel rouge est activé. Mais alors que se passe-t-il du côté de chez Philips, pardon, avec cette OLED 910? Eh bien, en fait, on se rend compte qu'il fait exactement la même chose. Que se passe-t-il du côté de la technologie QD-OLED de Samsung, ou ici intégré au téléviseur de chez Sony? Eh bien, on reconnaît clairement la structure qui est bien différente puisque désormais ici les sous-pixels ils sont carrés. On va voir que on a un dispositif qui est en triangle. Voilà, donc là-dessus, pas de changement. En revanche, si je commence donc à désaturer cela et que je vais par exemple à 60%, qu'est-ce que le téléviseur, qu'est-ce que la dalle fait? On va patienter, c'est un peu lent parce qu'en fait l'application ne voit pas que la sonde, que la sonde n'est pas connectée, donc ça prend un petit peu de temps. Et donc vous voyez que, eh bien, sur ce panneau-là, on a le rouge et on n'a toujours pas de blanc. C'est le bleu qui vient ici entre guillemets constituer cette image. En fait, chez Philips, c'est exactement la même chose, à génération de panneaux équivalente, et on va voir, eh bien, que c'est sensiblement la même chose aussi du côté du QD-OLED avec en plus un petit peu de vert également. Le panneau, il est beaucoup plus froid pour être très transparent avec vous. Le panneau est bien plus froid du côté du QD-OLED que ce que l'on peut avoir sur nos deux téléviseurs ici White OLED, que ce soit chez Philips ou que ce soit chez Panasonic. On va continuer de désaturer, je vais y aller sérieusement et on va passer à 20%. Et là, forcément, vous devriez voir que l'on va avoir quelque chose de bien différent puisque on a cette fois-ci un pixel ici intermédiaire qui est venu se glisser entre le rouge et le bleu et c'est bel et bien ce fameux sous-pixel
blanc qui donc du coup est entre guillemets ce fameux problème, ou en tout cas cette chose contre laquelle Panasonic tente de lutter en appliquant les différents réglages et la différente logique que j'ai commencé à aborder jusqu'à présent, enfin qu'on a abordé jusqu'à présent. Ici, sur cette technologie QD-OLED, vous voyez désormais qu'on a bien les 3 sous-pixels qui, eux, sont allumés avec cette disposition qui est bien différente. Donc là, on est dans la logique de saturation des couleurs. J'ai juste pris le rouge, mais en fait, c'est exactement la même chose avec le bleu. Par exemple, vous allez voir que je vais prendre ici un bleu à 40%, le temps que ça arrive. Et vous voyez que l'on a le bleu qui est constitué à la fois du bleu, du blanc et du vert également. Et ça va être la même chose ici, hop, du côté de chez Philips. Hop, et qu'est-ce que ça donne sur le QD-OLED? Voilà, encore une fois, on a une intensité un peu différente avec ces 3 sous-pixels qui sont allumés. Je vais maintenant basculer sur l'outil, enfin sur la partie qui devrait me permettre vraiment d'analyser cette fois-ci comment va se comporter la luminance du téléviseur en fonction de la couleur. C'est-à-dire que cette fois-ci, je vais avoir une couleur rouge, mais auquel on va retirer de la lumière jusqu'à ce que l'on aille vers le noir. C'est-à-dire qu'on n'affadit plus cette fois-ci la couleur, on lui enlève vraiment de l'intensité lumineuse. Donc à nouveau, eh bien regardez, cette fois-ci, je vais rester sur le Panasonic avec le rouge, hop, le vert, à nouveau à 100%. Voilà, donc on est bien sur des couleurs primaires qui ne font pas appel ici au sous-pixel blanc. On va passer désormais sur ici le cyan, qui lui forcément se comporte un petit peu différemment, alors qu'en plus est très lumineux. Je vais aller chercher une autre intensité lumineuse pour qu'on voit un petit peu quels sont les sous-pixels qui sont éclairés. Donc on voit que l'on a le bleu et le vert. On va aller chercher le jaune. Voilà, le jaune, lui, naturellement, à 100%, il est constitué de vert et de rouge, mais ça va être la même chose à 50%, vous allez voir. Tac, voilà, on va patienter un petit peu. Le vert et le rouge, et si jamais je vais chercher la dernière couleur, hop, la voilà, à 100%, on voit cette fois-ci que pour produire, eh bien ici, ce magenta, on a désormais ce sous-pixel blanc qui est actif. Et je rappelle que le téléviseur ici, il est dans sa configuration sortie de carton, c'est-à-dire Filmmaker Mode, avec effectivement cette luminosité à 70, et j'ai désactivé tout ce qui est sonde, capteur de luminosité automatique, etc. On voit rapidement que chez Philips, ça se passe exactement de la même manière. Je remets ici le 100%. On va retrouver notre bleu et notre rouge qui vont être bien pétants. Voilà, les voilà. Je vais aller chercher mon rouge. On va peut-être pas tous se les faire parce que je pense que vous aurez commencé à comprendre. Et mon rouge à 100%, lui, il ne fait aussi appel que au sous-pixel rouge. Donc c'est comme chez Panasonic. Et si jamais je vais chercher un 40%, eh bien c'est juste mon sous-pixel rouge qui est un peu moins éclairé. Et pareil comme ça, si je continue de descendre. Voilà, donc là on n'a plus une petite portion du rouge. Je vais aller du côté du QD-OLED, donc pour l'instant, j'ai envie de dire, Panasonic propose quelque chose que l'on retrouve aussi chez les autres. Je vais du côté du rouge ici pour le QD-OLED. Ne tombe pas, petit smartphone, ça m'arrangerait. Je vais te mettre là, voilà. Donc le sous-pixel rouge ici, c'est rouge sur le QD-OLED. On va descendre, on va juste en faire 2. On va aller chercher ici, on descend. On voit, donc là c'est le gris, c'est les 3 sous-pixels, les 3 couleurs qui sont affichées. Hop, voilà. Donc un rouge un peu moins intense. On va aller chercher le vert. Hop, à 100, tac, on a bien que le sous-pixel vert. Ici, idem, on va aller chercher, hop, le cyan, on va forcément avoir une combinaison de couleurs. Hop, on l'amoindrit ici, et on voit que, comme sur l'OLED, naturellement, en même temps, on est ici sur du mélange de couleurs, donc on a le bleu et le vert. Et donc, partant de tout ça, on pourrait se dire que finalement, il n'y a pas de changement entre Panasonic et Philips ici, et force est de constater que si le process est viable ici que je vous mets en scène,
clairement, il y a un petit sujet. Bon, en tout cas, il y a quand même un petit point, moi, que j'ai pu identifier. C'est celui-ci. Regardez, je vous affiche ici ce fameux bleu. On a déjà vu que ça se passait un petit peu différemment avec les patterns de saturation. Ici, sur la luminance du bleu à 100%, on voit que j'ai bel et bien que le sous-pixel bleu qui est allumé. Sur le bleu à 50%, cette fois-ci de luminance, eh bien, là encore, 3, voilà, 2, 1, il est là, eh bien, j'ai toujours bel et bien que ce bleu qui est allumé, et ça va être de la même manière, si je le mets à 30, c'est tout simplement toujours le sous-pixel de bleu qui est un petit peu moins éclairé. Donc, allons voir du côté du concurrent quel est le choix qui a été fait pour ce bleu dont on sait que, la couleur bleue sur la technologie White OLED et ce fameux émetteur un peu fragile. Mais c'est l'émetteur, et bien là, ici, on peut constater que chez Philips TP Vision, ils ajoutent du vert dans le pilotage de la dalle. On a ce petit morceau on a ce sous-pixel vert qui intervient dans la production du bleu. Et même si je l'envoie à 50, normalement, il reste, regardez, 3, tac, vous voyez, il est toujours là, ce vert. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je pense que là, par contre, à 30, je crois que de mémoire, il disparaît à 30. Enfin, peut-être entre les deux, il y a 40, je crois qu'il revient un petit peu. Vous voyez, à 40, il est encore un petit peu là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, encore une fois, je ne peux que lire entre les lignes et encore composer avec les outils que j'ai là. Il y a bel et bien un petit truc qui se passe du côté de chez Pana, qui doit avoir une répercussion sans doute un petit peu globale, mais dans l'absolu, qui nous disent qu'ils n'utilisent plus le sous-pixel blanc, ou en tout cas qu'ils font en sorte de moins l'utiliser. Pour moi, c'est quand même assez dur de le valider, mais aussi sans doute de le vérifier, parce que par exemple là, si je prends des patterns de color checker, donc ce qui me sert notamment à mesurer les delta E, eh bien on va bien voir que si je vais chercher celui-ci, il y a de grandes chances que la composition soit la même. Donc là j'ai du rouge et du vert, qu'elle soit la même sur les deux panneaux, et je n'ai pas de sous-pixel blanc sur les deux panneaux. Donc est-ce qu'il en serait de même, d'ailleurs, pour le vérifier ici, sur ce niveau d'intensité, sur ce niveau de saturation, cette fois-ci, j'ai bien le sous-pixel blanc qui s'incruste ici dans ce vert un petit peu passé. Est-ce que ça se comporterait différemment avec une dalle White OLED classique, comprenez la dalle d'un C5 par exemple? J'en ai pas là sous la main pour le vérifier. Voilà ce que j'avais envie de vous dire, de vous montrer. C'est un peu touchy, mais voilà les conclusions que je peux en tirer, en tout cas pour l'instant. Pour ma part, Panasonic nous dit on va moins solliciter le sous-pixel blanc. En fait, j'ai surtout l'impression que de manière globale, c'est les dalles White OLED de 4e génération qui permettent aux constructeurs de faire des choses différentes. Le vrai sujet, c'est que Pana tient peut-être quelque chose dans ce choix de nous avoir mis cette luminosité à 70 pour offrir ce boost avec lequel finalement on a quand même vu que c'était pas sans conséquence sur la courbe PQ, luminance, etc. Bon, là-dessus, vous pouvez vous exprimer si vous le souhaitez, mais cette vidéo n'est pas finie. Bon, déjà, si vous êtes encore là, merci beaucoup. Tenez bon, on s'approche de la fin, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis peut-être que vous êtes là parce que vous avez vu aussi dans le chapitrage qu'il y a un petit truc qui vous a un petit peu interpellé, parce que je pense que avec ce qu'on va découvrir ici dans le chapitre, je vais un peu mettre une pièce dans la jukebox ou la jokebox de certains d'entre vous qui vont peut-être s'en donner à cœur joie dans les commentaires. Donc hâte de vous lire, parce que comme je l'ai dit, oui, les choses se comportent différemment lorsqu'on regarde un contenu HDR10, HDR10+, dans les différents modes d'image que j'ai évoqués, cinéma, filmmaker, true cinéma, professionnel, etc. Et c'est différent de ce qui se passe quand on envoie un contenu Dolby Vision. Contrairement au HDR10 et HDR10+, ce qu'il faut savoir, c'est que sitôt qu'on envoie un contenu Dolby, le TV le détecte et il se dit « Ok, luminosité sur la valeur 200 ». Et là, il n'y a plus de problème. Ça ne veut pas dire qu'on a plus de luminosité, etc. Mais les restrictions qui étaient appliquées
par Panasonic ne sont plus là, ou en tout cas la logique est différente. En gros, on peut lire entre les lignes, interpréter comme ça en se disant que ok, bah finalement Pana a plus confiance dans le Dolby Vision et les métadatas qui sont intégrés là-dedans que ce que l'on va trouver dans un HDR10, HDR10+, qui est peut-être pas aussi bien encadré. En tout cas, lors de mes tests, j'ai pu remarquer que les signaux HDR ne sont pas traités aussi efficacement, et ça c'est assez concret, que les signaux Dolby Vision. Après, peut-être aussi que cet impact que l'on voit dans les menus, c'est aussi une forme d'obligation d'un truc qui est imposé par Dolby aux marques, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on envoie du contenu Dolby Vision IQ, etc., vos TV doivent se mettre dans telle configuration. Donc peut-être que c'est ça, je n'ai pas tous ces niveaux d'information, mais ce qui est sûr, c'est que ici, la valeur se place à 100, et on a ensuite d'autres capteurs qui peuvent faire varier un petit peu l'expérience, l'image, capteur de luminosité ambiante, capteur également de température, de couleur ambiante, bon c'est plus ou moins efficace, c'est un peu un autre sujet. Néanmoins, pour être plus précis sur le cas qui nous occupe, lorsque je lance cette fois-ci ce pattern dit de tone mapping en mode Dolby Vision à 10 000 nits sur le Blu-ray de Spears Edmonds-Hill, c'est un contenu qui est là pour évaluer justement cette fonctionnalité de tone mapping sur les TV, eh bien on peut voir que le traitement du signal s'opère parfaitement, puisque même sur le signal à 10 000 nits, eh bien, je parviens à lire les petits traits noirs qui sont sur les, enfin, petits traits noirs verticaux qui sont sur les noirs ou grises, d'ailleurs, petits traits, voilà, bref, vous m'aurez compris, sur ces bandes blanches horizontales. Traduction, le Z95B comprend bel et bien le signal et il replace ce signal-là dans les performances du TV. Parce que oui, vous vous doutez bien que, ok, le signal est à 10 000 nits, mais je vous l'ai dit, la puissance lumineuse du TV, c'est 2400, 2500 nits. Donc naturellement que l'on est plutôt sur cette base-là. Maintenant, si je reproduis le même exercice avec du HDR10 ou 10+, à 10 000 nits, j'ai également les possibilités de faire ça avec ce Blu-ray de Spears Edmonds-Hill, eh bien on voit que le téléviseur, cette fois-ci, reproduit le signal jusqu'à une base maximale de 2800 nits environ dans les réglages par défaut, donc à savoir un mode filmmaker ou autre mode d'ailleurs, et la luminosité à 70. Et augmenter cette luminosité à 100, cette fois-ci, eh bien, ne change rien. Ça va toujours se comporter et traiter de la même manière, peu ou prou, au même endroit. En revanche, quand j'ai creusé un petit peu le sujet, parce que je me suis dit, il y a un rendu qui est un petit peu différent, et je l'avais aussi constaté à la lecture du Blu-ray de Spears Edmonds-Hill dans sa version HDR10 et HDR10+, eh bien, je me suis rendu compte que pour obtenir mieux, ce qui aide, c'est de se rendre dans les menus de luminosité, paramètres HDR, puis d'aller dans l'option EOTF du téléviseur et sélectionner manuellement le tone mapping en mode PQ. Et là, on voit que désormais, le signal est plus limité à ce 2800, mais il va plutôt être écrété à 4000 nits. Et là, magie, ça tombe bien parce que c'est aussi ce que m'avaient indiqué les équipes de Pana sur les réglages de la dalle, mais c'est aussi ce que j'ai pu retrouver sur l'OLED ici, Philips OLED Plus 910, sans dire spécifiquement à la mano que je suis en mode PQ sur le modèle de Philips TP Vision. Là aussi, j'ai trouvé que chez Pana, il faut le faire manuellement. Pour optimiser la chose, en tout cas pour l'instant et de ce que j'ai pu en constater. Et chez Philips, pour le coup, j'ai mon petit pop-up HDR10+ adaptive qui s'affiche et il s'en sort finalement mieux. Ah, c'est dommage. Pour un téléviseur que j'ai qualifié d'infaillible, on voit finalement que chez d'autres, on peut avoir certaines petites subtilités. Il y a des choses à savoir, mais peut-être que la clientèle Panasonic est assez cinéphile, assez experte pour se préoccuper de ça. Là aussi, vous pouvez vous exprimer. Donc, pour résumer, à date, tous les contenus HDR10 et HDR10+, au-delà de 4000 nits environ, eh bien, visiblement, seront grosso modo invisibles ou en tout cas cramés au niveau de la dalle. Ce qui se traduit aussi dans les démos par certaines différences qu'on peut observer, et je vous avais déjà mis des images, je pense, dans le test initial du Z95B, lorsque l'on regarde la même boucle, toujours de ce Blu-ray de Spears Edmonds-Hill que vous connaissez bien sur la chaîne, avec les chevaux dans la neige, etc., qu'on la regarde en Dolby Vision 10 000 nits
ou en HDR10 plus 10 000 nits, et ben là aussi, si jamais je ne mets pas la main en forçant la courbe PQ sur la partie EOTF, enfin le signal en lui indiquant qu'on est en PQ, eh bien j'ai un résultat qui est beaucoup moins bien interprété par le téléviseur. Pour ce qui est du Dolby Vision, bah, visiblement, il faut bien reconnaître qu'ici, ça semble mieux géré. Et c'est là que je me disais que j'allais mettre une petite pièce dans la machine parce que si on est, il faudrait que j'ai un téléviseur ici de chez Samsung qui on sait n'a pas de Dolby Vision, mais ça peut finalement, eh bien encore une fois, repousser un petit peu ce débat. Que se passe-t-il quand on a des téléviseurs qui ne sont pas compatibles Dolby Vision et qu'on renvoie ce truc? Pour autant, il n'est pas dit déjà que chez Panasonic, ça n'évolue pas sur cette prise en charge un petit peu automatique, et puis surtout que ça n'évolue pas aussi dans le global un petit peu de ce truc HDR10+, parce que du HDR10+ à plus de 4000 nits, encore une fois, ça ne court pas les rues. Donc c'est pour ça que, au final, je vous ai fait une très longue vidéo. Je pense qu'on a pris pas mal de temps ici pour consacrer, enfin que j'ai pris pas mal de temps consacré à ça, et puis vous me l'avez accordé en visionnant. Ça peut arriver aussi du côté des produits avec des mises à jour. Et puis, au final, est-ce que c'est très très grave? Encore une fois, compte tenu de la luminosité des contenus que l'on a à la maison, l'intensité lumineuse que l'on peut en tirer. Bon, bah franchement, là aussi, c'est un peu à vous de voir, mais quand on est sur des trucs qui font que quelques centaines de nits parfois, qui sont ensuite retravaillés par les téléviseurs, naturellement, plus le téléviseur est efficace, mieux ce sera. Et c'est ce que je retiens, moi aussi, surtout dans l'expérience globale de ce Panasonic Z95B. Néanmoins, Dolby Vision est mieux compris dans les situations extrême, ça je pense que c'est assez clair, ce qui m'emmène à vous faire un rapide point aussi sur une vidéo que je dois encore tourner sur la chaîne, à savoir celle du Dolby Vision 2, qui pour l'heure, et avec le niveau d'info qui est communiqué, se limite quand même à pas mal de propos marketing, parce que bah on l'a vu, ok, Dolby Vision 1, ça a soufflé les 10 ans, bon bah du coup il faut qu'on ait une nouvelle histoire à raconter, il faut qu'on commence à dire aux gens, ouais on va arriver avec un nouveau truc, hey les constructeurs, vous savez que vous allez devoir payer une nouvelle licence maintenant aussi pour le Dolby Vision 2, donc ça rajoute plein de choses, mais dans l'absolu, la norme Dolby Vision 1, on a encore largement sous le pied, que ce soit en matière de luminosité sur les signes, sur les contenus, mais aussi en matière de color volume. Ce truc-là n'avait, j'ai envie de dire, quasi aucun intérêt à arriver maintenant, mais ce serait bien mal interpréter la chose, parce que il y a aussi d'autres technologies qui vont cette fois-ci intervenir sur les logiques de traitement de fluidité de l'image, etc., qui peuvent avoir du sens, parce qu'on sait que c'est également un gros sujet. Voilà, donc c'est une évolution. Voilà, c'est terminé. Je remercie une nouvelle fois, bien déjà tous ceux qui m'ont regardé jusque-là. Sinon, dites-moi dans les commentaires où vous avez décroché. Non, je pense que ça va juste me déprimer quand je vais voir que finalement vous avez regardé 2 minutes 40 d'une vidéo qui m'a pris un temps considérable dans le setup et dans la préparation. C'est pas très grave. Allez, en tout cas, je vous remercie si vous êtes encore là. Je remercie naturellement une nouvelle fois les équipes de Panasonic France. La personne de l'agence également des relations presse, elle se reconnaîtra. Et puis, bah, bien entendu, les équipes de Panasonic Japon, qui j'en suis sûr ne me regardent absolument pas, mais en tout cas ils ont pris un temps pour me répondre et j'apprécie beaucoup. Alors vraiment, je vous cache pas que c'est vraiment, j'espère en tout cas ne pas avoir déformé, mal interprété certains des propos. On a souvent des réponses qui se font un peu courtes, mais on n'est pas dans l'interaction aussi directe que ça pourrait l'être de vive voix, mais néanmoins il faut quand même les remercier. Alors j'espère que cette vidéo, un rien technique, vous aura intéressé et vous aidera peut-être aussi à comprendre le pas de côté qu'a fait le constructeur ici, notamment donc en promettant d'utiliser peut-être un peu moins ce sous-pixel blanc. Bon, on a vu que c'était pas tout à fait comme ça, mais bon, voilà, il y a peut-être des choses qui m'échappent. Alors, pour ma part, je vous invite bien maintenant à prolonger cette discussion dans l'espace commentaire ou sur le Discord. Tous les liens s'affichent enfin, ils sont dans ce QR code qui s'affiche, mais ils sont également disponibles dans la description. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao. Et puis surtout, il faut s'abonner, parce que autant vous dire qu'il y a du test à venir. Il y a du test à venir avec ces deux engins, et puis on a un C9K aussi, qui est pas loin. Voilà.